Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de banque et finance, bienvenue dans notre bac compta. Je vous souhaite tout le meilleur et surtout la réussite. La santé, très important pour le moment. Alors, je m'appelle Justine Christians, vous allez m'avoir en première, troisième, quatrième, et je suis également votre épreuve intégrée. Un mot sur les épreuves intégrées, c'est quoi? À quoi ça sert? Tout simplement, c'est la cerise sur le gâteau que sont vos études. C'est le plaisir de pouvoir approfondir une question qui vous a tétillé, un sujet que nous n'avons pas travaillé en classe, que vous allez pouvoir en troisième vraiment détailler dans le menu détail de niveau théorique et en quatrième avec un exercice pratique. Pour revenir à nos moutons, banque et finance. Deux mots qu'on entend, réentend et entend tout le temps. Banque, on va voir un petit peu plus loin, en long et en large. Qu'est-ce qu'une banque? À quoi ça sert? Les finances, par contre, pour vraiment mettre un point d'honneur à définir, les finances, c'est une science. Mais c'est une science qui n'est pas exacte. Pourquoi? Parce que pour prédire, il faut faire des hypothèses. Il faut passer par des probabilités. Alors vous savez, tout ce qui est hypothèse ne reste que des hypothèses. Il faut que ça se vérifie. C'est pour ça qu'on va créer plusieurs scénarios. On va créer des scénarios tout simplement. La finance se base également sur ce qui a été, sur le passé, donc la comptabilité générale. Comptabilité générale, et c'est sympa pour vous, c'est que ça ne bouge pas encore de trop. On est d'accord qu'il y a eu des réformes et compagnie, mais sinon le principe reste le même. Donc la finance, dans les grandes lignes, va rester la même, avec toujours des modèles mathématiques un petit peu plus poussés. Alors, stop, je sais bien, je vous vois arriver, vous n'avez pas encore vu le cours de Monsieur Quentin Gérard sur les probabilités et statistiques. Donc on le fera doucement, mais sûrement, on y passera un petit peu, on n'y passera pas en long et large et autant de temps que j'aimerais le faire. Mais vous allez pouvoir voir tout simplement la finalité de qu'est-ce qu'un modèle financier et comment prendre des décisions grâce à nos probabilités. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de commencer par la monnaie. Tout simplement, c'est le premier chapitre, le chapitre qui est en ligne. À chaque fin de chapitre, vous allez avoir un QCM ou des petites questions. Par exemple, il va y avoir des exercices un petit peu plus bas, donc sans vous donner le tournis à bouger mes pages. Et zut alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ici, voilà, page 6, vous avez des questions. Donc là, il faudra les encoder tout simplement dans le QCM. On en fera quelques-uns ensemble et la correction, bien sûr. Donc, commençons par la monnaie. Alors, la monnaie tire son nom de moneta. Moneta, ça veut dire celle qui avertit. Et on va encore un petit peu plus loin, ça va être le surnom de Junon. Junon, qui est l'épouse de Jupiter, qui a un temple, et qui va avertir les Romains en disant que, attention, il va y avoir un danger. Attention. Les Romains sentent ce présage, que Junon leur souffle un petit peu. Ils vont donc se retirer. Et là, patatras, c'est un énorme tremblement de terre, mais les Romains avaient été prévenus à temps. Ils sont tellement heureux d'avoir été prévenus à temps qu'ils vont donner ce surnom à Junon, Moneta. Et c'est dans son temple que nous allons frapper les premières pièces de monnaie. Pourquoi dit-on frapper? Car c'est vraiment le geste qu'on fait d'une pièce de métal, pas une pièce ronde, un bout de métal chaud, encore rouge qui sort du feu. Nous allons venir appliquer dessus un seau et vraiment frapper notre pièce de monnaie. Si on fait un petit peu d'histoire, au tout départ, il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas de banque, il n'y avait rien. On était peace and love, un petit peu. Mais on avait toujours besoin de se nourrir. Chaque personne était douée dans un domaine et justement, on faisait ce domaine leur métier. Que ce soit un forgeron, que ce soit un boulanger, que ce soit un charcutier, que ce soit... vous voyez le topo. Alors c'était facile, on pouvait échanger ce qu'on créait. Donc, par exemple, le boulanger pouvait échanger 10 pains contre une stère de bois. Mais bon, une stère de bois, 10 pains, ça tombe bien. Mais si c'était 11 pains et qu'on voulait qu'une demi, est-ce qu'on peut vraiment scinder un pain en deux? La conservation et tout, est-ce que c'était valable? Si on prend un exemple, si c'était une vache contre, je ne sais pas moi... un vélo, c'est encore pas un bon exemple.
Enfin, vous voyez quoi. Est-ce qu'on peut scinder réellement une vache pour acheter un pain? Est-ce qu'on va couper juste une oreille et échanger l'oreille contre un pain? Ça devient compliqué. C'est pas facile à mettre en œuvre. Et surtout, est-ce que le boulanger était d'accord de vous échanger des pains contre votre stère de bois? Pas facile non plus. Ce qui est bien avec la monnaie, c'est qu'on peut échanger chaque objet avec une certaine quantité de monnaie. Chaque objet a sa valeur. On peut scinder. 1 euro devient des cents. Alors bien sûr, le troc a duré des années et des années et des années. On a gardé quelques mots latins. Par exemple, vous avez le caput, qui veut dire tête en latin. Il a donné le mot capital. Avant de passer aux pièces, par contre, on est passé par d'autres systèmes. On échangeait du sel, le sel qui a donné le mot salaire. On échangeait aussi des coquillages, qui étaient vraiment, pas le Saint Graal, mais qui étaient très très recherchés et qu'on pouvait, grâce à ces coquillages, échanger tout. On peut aussi un petit peu, si on remonte dans vos souvenirs, qui sont peut-être pas les mêmes que les miens, mais c'est vraiment l'exemple qui me vient là tout de suite, qu'on était sur la plage à Ostende ou à Blankenberg, qu'on faisait nos fleurs en papier. On les échangeait contre des couteaux, les petits coquillages. Sont apparues ensuite les pièces. Alors, la monnaie, c'est vraiment ce qui représente la puissance. La monnaie, c'est la puissance économique, c'est la puissance militaire d'une nation. On essaye de vraiment qu'elle ne soit pas contrefaites, qu'on ne puisse pas les contrefaire. La première monnaie à porter une valeur, c'était le denier. Denier 10, le X. La première monnaie internationale, on la doit à l'impératrice Marie-Thérèse d'Habsbourg, c'est le thaler. Thaler qui a donné le mot dollar. Avec l'instauration de l'euro en Europe, les pays qui étaient déjà très attachés au nationalisme, à leur monnaie, essayer de trouver un compromis. Et c'est pour ça que les pièces d'euros en Espagne ou en Belgique ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas frappées avec la même personne sur la face. Après la monnaie, on est passé tout simplement à tout ce qui était billets. Alors billet, ça représentait quoi? C'était une feuille qui représentait tout simplement l'argent qu'on avait en banque, dans les coffres. Je caricature, nous avions par exemple 5 lingots d'or et on les échangeait contre 1000 billets. Ces 1000 billets représentaient nos 5 lingots d'or. Et c'est parce que les personnes savaient très bien que s'ils recevaient 200 billets, ils pouvaient échanger ces 200 billets contre un lingot d'or, qu'ils étaient d'accord tout simplement d'échanger avec cette monnaie cette monnaie en circulation. Donc c'est grâce à la confiance des personnes dans ces bouts de papier que la monnaie fut encore plus répandue. Alors, un bon intermédiaire des échanges, c'est quoi? Ça doit être valable. Tout le monde doit être d'accord. Ça doit être durable. Donc les coquillages et le sel, c'est bien mignon, mais à un moment donné, y a votre enfant qui saute sur votre pot de coquillage, il ne reste que du sable. Et ça doit surtout être divisible. C'est divisible, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ce n'est pas trop divisible, une vache. Si on fait un petit zoom sur le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est la quantité de biens et services qu'un revenu permet d'acheter. Le pouvoir d'achat dépend alors du niveau de revenu et du niveau de prix. L'évolution du pouvoir d'achat correspond donc à la différence de l'évolution des revenus ménages et l'évolution des prix. Je vais vous mettre une petite vidéo dessus, assez instructive, parce que j'aime bien casser un petit peu en cours et vous mettre des petites vidéos pour essayer de vous raccrocher et ne pas vous perdre juste dans un monologue, là, ce que je suis en train de faire depuis quelques minutes. Et j'espère que je n'en perds personne. Je l'espère. Donc, petite application. Vous avez... Supposons qu'un adolescent de 15 ans dispose de 30 € d'argent de poche. Il consacre son budget à l'achat exclusif de musique en ligne. Le prix de chaque chanson téléchargée est de 1,20 € en 2017. Combien de chansons... Oh, j'arrête pas de bégayer, moi. Combien de chansons cet adolescent peut-il acheter? Donc là, le calcul est assez rapide, vous doutez bien. C'est 30 chansons... 30 € divisé par 1,20 chansons. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne donc
Pour pas dire de bêtises, je vais quand même prendre ma calculette. Elle ne veut pas se lancer. Donc 30 € divisé par 1,20 € par chanson, on obtient 25 chansons. Le site de téléchargement de musique en ligne décide d'augmenter ses tarifs en 2018. Chaque chanson coûtera désormais 1,50 €. Le budget de notre ado reste le même. Complétez directement le texte suivant ou aidez-vous des questions ci-dessous pour ce faire. Mes parents m'accordent 30 € d'argent de poche par mois depuis 2017. J'en profite pour acheter de la musique en ligne au prix d'1,20 € la chanson. Ça me permet d'acheter jusqu'à, on vient de le voir, 25 chansons par mois. Malheureusement, le site de téléchargement augmente ses tarifs du 1er janvier 2018. Chaque chanson coûte désormais 1,50 €. Cela représente une augmentation de... Comment on fait pour calculer une augmentation ? Je vous laisse une petite minute pour essayer d'y réfléchir, pardon. Vous devez la voir, non ? 20%. 1,20 €. « 25%. Là, vous avez la bonne réponse. Donc, une augmentation de 25%. Combien de chansons peut-il acheter en 2018 ? Je vous la laisserai bien, celle-là. Elle est facile, non ? Oui, je vous laisse celle-là. Il peut acheter autant de chansons. Je vais voir mes parents et je leur déclare la chose suivante. Vous me versez toujours 30 €, mais en réalité, mon argent de poche a diminué. L'argument vous semble-t-il valable ? Expliquez et reformulez de façon plus explicite. Je vous laisse aussi. Suite à cette intervention, mes parents m'accordent une augmentation de 3 € par mois. Doit-il s'en réjouir ? Expliquez pourquoi. Je vous la laisse aussi. Donc je note 3, 4, 5 en même temps que vous. Vous avez également les fonctions de la monnaie. C'est une unité de compte. On peut comparer. Un intermédiaire des échanges. Au lieu d'échanger une vache contre des pains, on échange tout simplement de la monnaie contre un objet qu'on désire. Et c'est une réserve de valeur. Très important. Et là, c'est vraiment de la répète, mais j'y tiens. On a tout ce qui est espèces, qu'ils essayent tout doucement d'éliminer. On a les moyens liés à votre compte bancaire, votre compte à vue. Vous avez les cartes, vous avez les opérations bancaires, les appareils mobiles et même Internet. À ne pas confondre. D'office, vous aurez une question dessus. Peut-être pas dans le QCM, mais pendant l'examen d'office. C'est quoi la différence entre une carte de débit et une carte de crédit ? Une carte de débit, c'est la carte que vous allez utiliser pour faire vos courses, par exemple chez Action, chez Lidl, chez Maxi Toys, puisqu'on en parle beaucoup maintenant des jouets. On débite directement votre compte. Hop, un retrait. Le jouet coûtait 75 €, 75 € en moins sur votre compte. Une carte de crédit, c'est vraiment la carte, comme ils disent les Français, la carte bleue. Vous allez étaler votre paiement. Donc, aujourd'hui, vous allez sur un site internet acheter, imaginons une paire de chaussures. Au lieu de payer aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, votre achat va être étalé. Votre banque va faire crédit. Elle va déjà payer la personne à qui vous devez de l'argent. Mais ce montant ne sera déduit de votre compte, ne sera retiré de votre compte qu'à la fin du mois, généralement. On a un crédit sur les épaules. Même chose, c'est quoi la différence entre un virement, un versement ou contre une domiciliation et un ordre permanent ? Virement, virer de l'argent, c'est d'un compte à l'autre. Tandis qu'un versement, c'est que vous avez de l'argent liquide et que vous allez le verser sur un compte, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Donc virement de l'argent virtuel d'un compte à l'autre, versement des espèces vers du virtuel. Domiciliation et ordre permanent, la différence, retenez-la s'il vous plaît. Domiciliation, c'est le cas, par exemple, de Proximus. Proximus vous dit, est-ce que vous autorisez la banque à me payer, imaginons, tous les 10 du mois ? Vous signez. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, que votre facture fasse 15, 20, 30, 40 €, votre banque a reçu l'ordre de payer Proximus et payera Proximus.
la domiciliation s'adapte à la facture dressée par votre fournisseur. Faites toujours attention de vérifier, parce que oui, c'est pratique, on n'oublie pas de payer Proximus. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des erreurs dessus? Je vous le dis en connaissance de cause. Toujours pas mal de vérifier. Domiciliation, c'est vraiment l'exemple de votre grand-mère ou de vous tout simplement, qui tous les 20 du mois veut virer de l'argent sur tel ou tel compte bancaire. Mais c'est toujours la même somme à la même date. Ordre permanent, même somme, même date. Domiciliation, ça s'adapte, c'est pour payer un fournisseur. Il y a des systèmes aussi de paiement, Mbanksy, SmartPay, PayPal. Maintenant, vous avez aussi Apple Pay. Vous avez une liste tellement importante qu'on ne va pas tous les reprendre, mais que ça revient au même. C'est de l'argent virtuel qui est viré d'un compte à l'autre. Ici, vous pouvez voir l'évolution de 2013. Je n'ai pas encore trouvé des chiffres un peu plus récents. Ils font ça plus ou moins tous les 10 ans. Donc, sur 2702 opérations. Désolée pour le bruit. Il y en a 1023 qui sont pour les virements, 313 pour les domiciliations, 1332 pour les cartes de débit. Donc on est ici, cette colonne. Ah, là, cette colonne-ci. Vous pouvez comparer l'évolution sur 13 ans. Donc on était passé 13 années de 656 en 2000 à 1023 en 2013. On était passé de seulement 1391 millions d'opérations en 2000 à 2702 opérations. Donc on a doublé dans les deux cas, plus ou moins. Si on prend ici le cas par rapport à l'Europe, tout simplement. Maintenant, ces chiffres ont encore énormément évolué, puisqu'avec le Covid, tout ce qui est espèces monétaires tend à disparaître. Le débat est ouvert, est-ce une bonne chose ou non? Est-ce que baser vraiment un système sur la confiance du peuple, sur l'argent virtuel, est quelque chose qui est viable? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à faire ou à sécuriser cet argent, cette privation de monnaie? Donc, si on prend par exemple en Belgique, vous l'avez ici la ligne en gras, virement assimilé 37,9, c'est les pourcentages. Donc 37% des nombres des opérations sont assimilés à des virements. 11 à des domiciliations. La carte de débit, crédit, votre carte en résumé 49,3, porte-monnaie électronique 1,1, chèque assimilé 0,2. Si on prenait l'exemple, tout simplement juste en dessous, de la Bulgarie, on était carrément à 80% de virements. Si on prend la France, Ouattel, France, on n'est qu'à 17% de virements, 19, donc plus de domiciliation, 49,5, la même chose pour les cartes de débit. Porte-monnaie un petit peu moins, mais par contre, il y avait encore énormément de chèques qui transitaient en France. Masse monétaire, c'est quoi? Alors, la masse monétaire, on les appelle les agrégats. C'est que vous avez M1. M1, c'est quoi? C'est tout ce qui est facile d'accès. Donc, ce soit les billets et les pièces, que ce soit l'argent que vous avez sur votre compte à vue ou les comptes de transaction. Je vais essayer de switcher la caméra pour vous faire un schéma. Ça va être vachement plus facile. Donc, un tout petit instant que je trouve comment faire. Non, c'est pas ça, désolé. Hop. Voilà, si on le fait comme ça. Donc, vous avez M1. Tout ce qui est vraiment compte à vue, compte épargne, l'argent que j'ai dans mon portefeuille. M2 contient M1. Qu'est-ce qu'il a en plus? C'est l'épargne.
Vous avez l'agrégat numéro 3, le M3 qui contient donc M2 qui contient M1, M3. Lui, qu'est-ce qu'il a en plus? C'est tout ce qui va être instrument négociable sur les marchés monétaires. Donc, pour résumer, action plus obligation. Ça, ce sont les agrégats monétaires. Je re-switch, je trouve comment faire. Voilà, on y est. Alors, la Banque centrale européenne a intérêt à calculer la vitesse, la vélocité de la monnaie. Tout simplement pour que vous n'ayez pas un billet totalement déchiré qui arrive d'un distributeur. Si on sait calculer la vitesse de circulation de la monnaie, on va pouvoir changer les billets pour toujours garder une monnaie nationale, internationale, européenne, on est d'accord, utilisable tout simplement. Alors, pour calculer la vitesse, c'est le PIB divisé par l'agrégat monétaire M3. Qu'est-ce que le PIB? C'est la production intérieure brute. Production intérieure brute d'un pays. C'est tout ce qu'on produit. C'est la somme des valeurs ajoutées. C'est vraiment l'agrégat le plus important au niveau économique. On se base toujours sur le PIB pour connaître l'économie d'un pays, la santé économique d'un pays. Si le PIB augmente, on estime que la santé d'un pays va bien. Si elle diminue, ça ne va pas. Si l'inflation, qu'on va voir un tout petit peu plus loin, et je vais aussi vous mettre une vidéo en ligne, dépasse un certain montant du PIB, la Banque centrale européenne va mettre un haut là. On doit rester dans les clous. Donc, la vitesse de circulation de la monnaie n'est pas constante. On est d'accord. Elle connaît des fluctuations cycliques. Je vous mettrai aussi une petite vidéo. Je ne vais pas vous mettre le texte. Je vais mettre une vidéo sur l'inflation. Vous avez déjà, je pense, assez à faire de manière virtuelle. Donc, je note un prix pouvoir d'achat, PIB, inflation. Vous aurez des petites vidéos courtes de 2-3 minutes, mais où vraiment tout est repris. Comme ça, vous ne m'écoutez pas d'un coup. Vous pouvez faire plic-ploc ou écouter d'abord les vidéos, puis écouter mon long laïus économique. Alors, la masse monétaire et l'inflation. La masse monétaire est un indicateur sur la possible évolution des prix. Il y a notre charmant économiste Milton Friedman qui a travaillé sur la théorie quantitative de la monnaie. Pour lui, une hausse de la masse monétaire entraîne d'office une inflation, si elle n'est pas en corrélation avec la croissance économique. Vous avez une formule avec MV est égal PQ. M pour masse monétaire, M3, V pour la vitesse est égal P, prix, et Q, la quantité. Les banques centrales vont veiller à réguler ces masses monétaires. Et on va le voir un peu plus loin, donc c'est normal, là, si vous ne comprenez pas tout, vous n'aurez pas de questions dessus, parce qu'on va le voir en long, en large après. C'est que la banque centrale va jouer sur les taux directeurs pour réguler les masses monétaires grâce au taux des prêts bancaires. Je vous demande vraiment pas de retenir, on va même le faire de manière graphique pour que vous compreniez, mais vraiment pas tout de suite. La zone euro contient toujours 19 pays, par contre là, je n'ai pas modifié, ces pays de l'Union européenne, on est 27 maintenant, on est d'accord. Les objectifs pour eux, c'est que l'indice des prix à consommation soit inférieur à 2%. Pour ce faire, ils vont veiller à ce que la croissance de M3 ne dépasse pas 4,5%. Zoup. Et ils vont veiller à analyser un ensemble d'indicateurs de la situation économique dans la zone euro, tels que l'évolution du PIB, du taux de change de l'euro et surtout des divers indices de prix. Selon les valeurs que prennent ces indicateurs au moment où la déviation de la croissance de M3 est observée, l'intervention de la BCE sera plus ou moins vigoureuse. Je vais vous laisser ici pour la monnaie. Ce sera la banque la semaine prochaine. Je vous mets en ligne 3 petites vidéos, un QCM ce soir. Et je vous souhaite une très belle après-midi.